Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de retrouver les éditions Lithos. Alors c'est la première fois qu'on vous reçoit, c'est déjà une 290e rencontre Lille. Et ce soir, on a la chance de vous avoir avec Joséphine Bonneau à votre gauche, logiquement, si l'écran n'est pas inversé, et Valérie Léo à votre droite, qui sont les éditrices des éditions, alors de la collection Lithos, des éditions Lithos. Vous allez nous dire, nous expliquer aussi un petit peu les arcanes de cette maison. J'aimerais que vous nous parliez avant cela de vos parcours personnels, de savoir qui vous êtes, comment vous avez évolué dans le milieu d'édition et peut-être que vous n'étiez pas destiné, comme Valérie l'a dit en préambule, au milieu de l'édition. Comment avez-vous évolué dans votre carrière professionnelle toutes les deux? Alors bonsoir déjà. Donc moi je me présente, je suis Valérie Léo, je suis éditrice aux éditions Lithos depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai rejoint donc un groupe qui se nomme Elidia, qui comprend plusieurs maisons d'édition, notamment les éditions du Rocher, les éditions DDB. Et ce groupe a souhaité, il y a un an maintenant, créer une vraie marque de poche en lui donnant un nom pour rassembler dans un premier temps toutes les éditions de poche différentes qui étaient faites dans chacune des maisons qui avaient voilà, une ligne graphique ou une déclinaison des grands formats en poche. Et pour donner une unité à tout ça et une ligne éditoriale, notre directeur a choisi de créer une maison donc en fin 2022. Et je suis arrivée voilà, pour prendre la responsabilité de cette mission. Mission extrêmement voilà où il y a où il y avait tout à construire, donc c'était vraiment enfin c'est vraiment une chouette une chouette aventure. Donc moi je n'étais pas du tout destinée à l'édition. Quand j'ai fini mes études, je voulais faire de la traduction dans les ambassades, des choses comme ça, enfin voilà, donc rien à voir. Et puis comme tous les étudiants l'été, on a envie de travailler. Et depuis l'âge de 15 ans, en fait, j'étais inscrite dans un club de livres. Je sais que ma mère devait m'accompagner à chaque fois parce que j'étais pas majeure, enfin, pour choisir des livres, etc. Et j'ai déposé un CV dans une librairie, donc une Fnac, hein, pour être très clair. Et j'ai travaillé l'été. Et en fait, j'ai décidé de finalement revoir mes ambitions et que le travail dans la librairie, conseiller les gens, partager des lectures, donner envie, c'était vraiment un truc qui me plaisait beaucoup. Il y avait un côté commercial, mais aussi un côté passeur d'histoire, en tout cas, et passeur de, 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 de belles lectures que je trouvais extrêmement intéressant. Donc ensuite, j'ai travaillé chez France Loisirs très longtemps, qui a été un club de livres pendant une trentaine d'années. Et grâce à cette entreprise, j'ai pu évoluer. En fait, je suis rentrée au service éditorial d'abord sur du livre pratique. Et puis ensuite, je suis rentrée là où c'était le Saint Graal, hein, rentrée dans un service édito de littérature, où là, je lisais tous les livres pour en faire une sélection d'à peu près 80 livres en littérature, policier, suspense, documents, et de créer donc tous les titres qui seraient dans le catalogue. Donc j'ai fait ça pendant 25 ans. Et puis, à un moment donné, ben voilà, la société, les gens changent, les habitudes de lecture changent, et donc le modèle du club de livres n'était plus au goût du jour, en tout cas. Et l'entreprise n'a pas su voilà, prendre le virage qui devait être le nôtre. Donc, je suis partie et j'ai trouvé cette offre d'emploi chez Elidia qui correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire partir de rien et construire complètement une ligne éditoriale et toute voilà, une petite maison d'édition au sein d'autres maisons d'édition avec une liberté totale. Et ça fait un an et demi que ça dure et on va faire en sorte que ça dure longtemps parce que chaque jour est un émerveillement en fait. Bon. Alors, et Joséphine? Eh bien, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Alors moi, j'ai pas du tout le même parcours que Valérie. Ça ne fait pas très longtemps que je suis sur le marché du travail, mais j'ai toujours su que je voulais travailler, en tout cas aux côtés des livres.
Euh, Depuis toute petite, hein, j'aimais lire. Je pense qu'à peu près comme de nombreuses personnes ont commencé à lire avec Harry Potter. Bon, bah, pour moi, ça n'a pas loupé non plus. Donc, quand j'ai fini mes études générales, hein, le baccalauréat, me suis orientée vers une licence de lettres et sciences humaines avec un parcours édition et un master d'édition. Voilà, donc j'ai fait un premier stage donc chez Hachette Tourisme au Guide Voir, je sais pas si ça vous parle, hein, des guides en coédition avec un éditeur anglais qui s'appelle Darling Kindersley. Et en fait, ma responsable de l'époque m'a proposé de rester 2 ans en apprentissage au guide touristique de manière un peu plus générale, donc guide un grand week-end, évasion, parce que j'ai accepté avec grand plaisir, hein, parce que j'aimais beaucoup travailler sur le texte, sur l'image, avec des auteurs, des œuvres collectives, des hors-séries, des beaux livres. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin à ce niveau-là. Et malheureusement, il y a eu le Covid, donc c'était un peu compliqué pour les guides touristiques avec la fermeture mondiale des frontières. Euh, mais j'ai pu switcher et passer en CDD au guide du routard pendant 8 mois. Et puis malheureusement, bah, le poste n'était pas pérennisé car rupture budgétaire, disons, suite au Covid. Et donc je suis passée en freelance en fait durant quelques mois parce que voilà, j'avais envie de savoir un petit peu où j'allais. Je voulais essayer plusieurs maisons d'édition. Et j'ai eu l'opportunité en fait d'intégrer le groupe Elidia qui recherchait une éditrice en CDD pour un remplacement congé maternité. Donc, j'ai remplacé une collègue aux éditions du Rocher, donc, qui s'occupait principalement des documents, essais, bien-être, histoire. Et elle est revenue, ce congé maternité. Mais voilà, Valérie m'a proposé de rester avec elle pour développer la collection Poche, euh, donc Lithos et une autre maison, donc Effata, mais de Poche, mais voilà, qui n'est pas sur les mêmes thématiques, et La Loupe, donc les éditions en grand caractère. Et voilà, donc je suis ici depuis un peu plus un an et une semaine. Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez aussi de l'équipe avec laquelle vous travaillez. Est-ce que vous êtes deux? Est-ce qu'au contraire, j'imagine que vous utilisez aussi les ressources du groupe et que ça vous permet d'être deux à l'édito, mais peut-être un petit peu plus sur les autres tâches. Comment vous vous organisez véritablement au quotidien? Bah, en fait, on est vraiment que deux. Sur la partie éditoriale pure, on n'est que deux. Le gros avantage de la maison d'édition dans laquelle, enfin, du groupe auquel on appartient, c'est que on est un peu des couteaux suisses. C'est-à-dire que on réfléchit aussi bien à nos couvertures qu'à l'identité de la marque qu'on veut donner. On s'occupe de la partie contractuelle, même si évidemment il y a quelqu'un qui fait un suivi comptable, édition, etc. Mais on reste vraiment l'élément principal de notre activité et c'est ce qu'on aime en fait. C'est de pouvoir gérer un livre du moment où on le choisit parmi un nombre d'ouvrages. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce que généralement on a eu un coup de cœur. C'est-à-dire qu'on ne va jamais chercher un livre par défaut. On préfère ne pas le publier ou se dire bah non, nous ça correspond pas en fait à ce qu'on veut. Et tout est une question de rencontre, voilà, et de Joséphine, voilà, c'était comme une évidence en fait. Quand elle a été là, on n'a pas du tout travaillé ensemble pendant les 8 mois où elle a fait son remplacement. Mais voilà, parfois Ça il y a des fonctionne. évidences, comme ça a été avec Zoé Mhm. quand moi je suis arrivée, voilà, où on savait qu'on avait des choses à faire ensemble. Et il y a des connexions qui se font et qui fonctionnent bien, mais on est effectivement maître, entre guillemets, du début à la fin. Oui, il y a des intervenants extérieurs. On va effectivement beaucoup, on est beaucoup dans l'échange. On est effectivement dans une entreprise où, ben, par exemple, la personne qui fait les contrats, c'est quelqu'un qui a un très bon regard sur les couvertures, par exemple, ou sur les textes, et à qui on va demander son avis. On est vraiment, voilà, on n'est pas une grosse équipe hein, à l'édito, mais chacun participe en fait au travail de l'autre, enfin, à Ah cet non, on est échange. très complémentaires. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec ces éditions Lithos. Lithos, évidemment, ça fait penser à différentes choses. J'aimerais que vous nous parliez de la genèse de l'histoire de cette maison d'édition, de votre choix également, et peut-être ensuite
parler de la lithosthérapie dont Zoé est la créatrice de ce que j'ai compris, en tout cas Ouais. l'investigatrice. On en parlera juste après, mais j'aimerais que vous nous parliez déjà de ce qui s'est passé au début, comment on crée quelque chose, comment on crée une collection, comment on crée une maison d'édition, une identité graphique, comment on crée un logo, comment on crée le nom, tout simplement, Lithos. Est-ce qu'il y avait Alors, plusieurs pistes déjà en j'ai amont? pas eu la chance, ouais, j'ai pas eu la chance d'être à l'origine de cette réflexion parce que quand je suis arrivée, en fait, le logo et le nom avaient déjà été choisis. Mais il a une histoire, c'est-à-dire que au départ, donc le groupe s'appelle, enfin l'éditeur premier sont les éditions du Rocher. Le Rocher, cet éditeur était basé à Monaco et à la recherche du nom, on sait tous qu'ils font un nom assez court, hein. Évidemment, tout ce qui est livre dans la poche, tient dans la poche, etc., existe déjà, donc on peut pas non plus essayer de faire un copier-coller de ce que font nos concurrents et qui le font très bien. C'est dommage. Donc nous, lithos, en fait, ça vient du grec, donc normalement ça s'écrit Lithos. Ça veut dire petite pierre précieuse en grec. Et l'idée, on a tiré le fil évidemment de ça en se disant que ben, nous, nos petites pierres, ce sont des extraits du rocher, donc les petits livres que nous avons aimés, qui ont été portés, qui ont été des gros succès ou pas des éditions du Rocher, mais qu'on a envie de transmettre et de transmettre dans un format poche parce que plus accessible à tout le monde tout en gardant chez Lithos, en fait, chaque livre, vous verrez Lithos en fonction de si c'est de la littérature, de la santé, du document, a le petit mot qui le remet dans son rayon quelque part pour guider aussi les libraires à bien porter nos livres et à les porter auprès du bon public. Donc, il y avait plusieurs collections, ce que je disais au début, donc aux éditions du Rocher et dans le groupe Elidia, puisqu'il y a plusieurs maisons. Et chaque maison a fait sa propre ligne éditoriale, faisait ses propres couvertures. Donc, il n'y avait pas de lien entre tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait du poche, mais du poche disparate. Et donc, l'idée, c'était de regrouper tout cela sous le même nom de cette maison Lithos et de garder la spécificité de chaque maison. Donc, par exemple, il y a une collection qui s'appelle la collection Motif, qui est une collection de littérature étrangère d'extrêmement bonne qualité, qui a beaucoup été chercher des titres d'auteurs d'Océanie, etc. Enfin voilà, de cette partie-là du monde. Et on a voulu garder cette unité pour les lecteurs déjà, pour les libraires aussi. Ensuite, on a regroupé des choses, hein, Lithos documents, Lithos essai, Lithos santé, pour qu'il y ait un repère et qu'il y ait un repère graphique aussi. C'est-à-dire qu'ils ont tous voilà, un lien. Et on a ouvert d'autres choses, hein. On a créé voilà, du roman un petit peu plus grand public, sous une charte bien définie, avec une identité graphique propre. Et petit à petit, voilà, on met les choses en place de cette façon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, pour moi, ça me paraît très clair. Alors, la lithosthérapie, justement, qu'est-ce que c'est? J'aimerais que vous nous expliquiez ce concept-là, puisque vous avez associé chaque genre à une pierre et à sa couleur. Et ça, c'est plutôt innovant dans le milieu de l'édition. J'aimerais que vous nous en parliez, que ce soit clair aussi pour le public, pour que chacun puisse aussi entendre les caractéristiques de chaque pierre. Alors, la lithosthérapie, c'est venu au tout départ quand il a fallu communiquer avec les libraires qui sont nos passeurs, en fait, et le maillon, en fait, qui va ensuite vers le lecteur, puisque on n'a pas un accès direct au lecteur, si ce n'est via nos réseaux sociaux. Et il a fallu qu'on fasse un petit document hein, explicatif en disant, ben voilà, nous sommes Lithos, on arrive, voilà, voilà qui nous sommes. Et la première chose qui nous est venue, c'était de trouver un jeu de mots avec lithos parce qu'il y a plein de choses qu'on pouvait associer. Donc, le premier mot qu'on leur a dit, la première phrase, ça a été bienvenue dans la lithosphère pour leur expliquer un peu quel allait être notre univers. Donc, on a joué déjà, voilà, avec un jeu de mots là-dessus. Et puis, ensuite, il a fallu qu'on se dise, bah tiens, voilà, on a une marque, il faut qu'on lui crée une identité. Parce que créer une marque pour créer une marque, Ça n'a pas vraiment de ça n'a sens. pas de sens.
Et avec Zoé, on s'est penché et on s'est dit, tiens, lithosphère, lithothérapie, c'est pas mal. Il y a plein de pierres qui existent. Elles ont toutes des caractéristiques et on peut peut-être essayer d'associer des genres de livres avec une pierre. Et donc Zoé a travaillé beaucoup là-dessus. Et voilà, nous avons décliné, donc on a associé 5 pierres à 5 grandes catégories de livres: l'histoire, la santé, la littérature, le document, l'éducation. Et on a été chercher, voilà, dans la lithothérapie, les pierres qui pouvaient correspondre avec leurs caractéristiques. Donc typiquement, pour l'histoire, on a choisi l'ambre qui génère 3 critères, hein, la réflexion, l'intellect et la mémoire. Et on trouvait que les livres qu'on associait dans cette rubrique correspondaient à cette pierre, à savoir, bah, quand vous lisez un livre d'histoire, un document d'histoire, ça vous fait réfléchir, ça vous apprend des choses avec l'intellect et ça a aussi la mémoire de transmettre, voilà, des choses vécues de génération en génération pour qu'elles ne s'oublient pas. Est-ce que je te laisse la parole, Zoé, sur le reste ou je vais laisser Zoé parler parce que c'est vrai qu'elle Je vais me maîtrise mettre beaucoup de derrière. sujets. Mais derrière. Oui. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Zoé, je travaille avec Joséphine et Valérie, donc aux éditions Lithos, au marketing digital, donc tout ce qui va toucher à la communication et plus généralement à tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux et à tout ce qui touche au web en général. Donc, comme l'a dit Valérie, c'est vrai que nous, dès qu'on s'est rencontrés, ça a été une évidence de travailler ensemble sur la marque Lithos et on a très vite pensé au concept qu'on voulait développer, donc la lithosthérapie dont elle vient de vous parler. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir cette marque qui se différenciait des autres, comme on crée une marque de poche, comme il peut y en avoir un petit peu partout, somme toute. Et donc l'idée, c'était de partir de cette identité autour de la pierre et de vraiment la développer en termes de support visuel et de support aussi lexical, d'où la lithosthérapie et tout ce dont on vient de vous parler. Donc on a à chaque fois associé une pierre à chaque genre littéraire de la marque avec ce code couleur qui nous permettait vraiment sur nos réseaux sociaux, sur nos campagnes d'affiches, que ce soit sur des lieux de vente, que ce soit donc en librairie, d'avoir à chaque fois quelque chose d'assez identifiable pour identifier donc l'histoire, la santé, la littérature, les documents et l'éducation. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Et merci. Alors justement, oui, pardon. Non, c'est bon. Justement, j'aimerais que vous nous parliez peut-être de ce marché poche qui est si difficile à perforer. Il y a beaucoup de maisons de poche, des très grosses pour la plupart. Alors, finalement, il n'y en a pas tant que ça, puisque maintenant, de plus en plus de maisons d'édition indépendantes développent aussi leur collection poche. Donc, il y en a de plus en plus. Comment on arrive? Quelles sont les difficultés pour tenter d'appréhender ce marché-là qui est si différent du marché broché? Alors, sur le marché poche, il y a des grands acteurs, évidemment, qui sont historiques et qui sont là depuis longtemps. Euh, L'idée, et chaque maison le fait de plus en plus, c'est de développer sa propre marque, de proposer moins à l'extérieur les très bons livres qu'ils ont en fait au sein de leur maison en grand format. Et par contre, de se donner une ligne conductrice qui leur soit propre. Je vais prendre notre exemple, c'est-à-dire que euh, nous, nous, euh, notre ligne à nous, c'est d'abord d'essayer d'avoir des ouvrages d'auteurs Majoritairement. féminines majoritairement, notamment en littérature, de défendre effectivement La cause. la cause des femmes, enfin si je peux le dire comme ça, en tout cas, mais dans différentes cultures. C'est pas uniquement la femme française où voilà, on va aller chercher, par exemple, avec Mariam Abba en Afrique, voilà, ce qu'est la condition de la femme et sur des livres qui peuvent être un peu anciens, mais qui ont toujours une résonance dans notre société actuelle. Donc ça, c'est une première chose qui nous permet de nous démarquer aussi de ce que proposent les autres. Les autres, ils vont le faire parfois par opportunisme
Nous, on se tient à cette ligne De choix en volontaire. continu. Ensuite, nous, on va proposer de la littérature contemporaine avec des auteurs qui sont un petit peu gratte-poil, je dirais. Par exemple, nous publions Christophe Paviot, nous publions Patrice Jean, qui est un auteur chez Gallimard, donc qui est voilà, un auteur phare. Là, nous allons republier un ouvrage d'Olivier Molin. Voilà, c'est des auteurs un peu gratte-poil qui font des romans où on égratigne un peu la société française, la société de consommation, etc., et où on a envie de revenir aux sources, mais où dans lesquelles on nous parle aussi de littérature, voilà, et où il y a énormément de sentiments, et avec, malgré des personnages mal dégrossis et un peu vulgaires, dans le fond, ils sont extrêmement attachants et ils ont une vision de notre société qui est totalement en adéquation avec ce que nous, enfin, nous pensons en tout cas. Ensuite, sur le document, on va effectivement s'attacher à des sujets d'actualité, les sujets qui marchent bien ou qui sont ce qu'on disait tout à l'heure avec vous, qui sont des sujets qui intéressent et qui peuvent inquiéter les Français et sur lesquels les chaînes d'infos vous, J'en parle vous en continuellement. parlent en continu et créent une espèce d'angoisse. Et donc, on essaye de trouver des documents qui permettent justement aux gens de se faire un véritable avis. Et je vais vous donner un exemple simple. On a fait ce livre-là qui s'appelle Sapiens et le climat. Dans ce livre, l'auteur est quelqu'un que je connais parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble à un moment donné voilà, au cours des années. Et en fait, il explique, on passe notre temps à la télé à entendre, oh là là, le climat se dérègle, mon Dieu, la planète se réchauffe, c'est la catastrophe, etc. Et lui, il dit que depuis la nuit des temps, le climat change et les hommes s'adaptent au climat. Donc il n'y a pas non plus raison de s'inquiéter au-delà, voilà, et de créer une espèce de psychose sur le climat, ça n'a pas lieu d'être. Et ça, je trouve que voilà, ces ouvrages-là, on aime bien les avoir parce que on rassure les gens quelque part en disant, ben voilà, le constat, il est tel qu'il est, certes, mais il n'y a pas besoin voilà. Ça permet de se faire un avis, que chacun puisse se faire un avis argumenté et qui est lié effectivement à un contenu clair et cohérent. La voiture électrique, pareil, on a fait un petit livre, alors qui est voilà, qui est un peu rentre dedans, où on nous dit, oh là là, très bien, il faut tous vous équiper en voiture électrique, dépêchez-vous, vous n'êtes pas écolo, etc. Et ben cet auteur, François-Xavier Pietri, il dit, ok, très bien, on est tous prêts, hein, on veut tous faire un geste écologique, mais faites en sorte qu'on puisse avoir une voiture électrique. C'est-à-dire, mettez des bornes, faites en sorte qu'on puisse faire 600 ou 800 kilomètres et pas mettre 3 jours pour partir en vacances l'été parce qu'on n'a que 3 semaines. Attention, vous parlez d'écologie, mais quand on doit enterrer des batteries dans des pays voilà, qui achètent ça parce que ça leur permet d'avoir de l'argent, et ben vous polluez la planète aussi. Enfin, voilà. Et donc, sur ces documents-là, on aime bien aussi, voilà, on garde notre identité un peu gratte-poil sur des sujets où tout le monde crée une psychose. En tout cas, ça fait vendre, ça fait regarder la télé, mais tout n'est pas anxiogène. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut continuer à proposer. Et après, sur la santé, ben on a gardé des textes forts, mais qui restent voilà, assez anciens, notamment par exemple Maria Montessori, qui, même si elle a écrit des choses il y a longtemps, reste quand même en méthode d'éducation un des piliers, en tout cas, d'une éducation positive et différente. Ou alors, on va proposer des sujets qui nous tiennent à cœur, par exemple l'endométriose, enfin voilà, des sujets qui sont euh, souvent et la plupart du temps d'actualité, mais dont on parle peu ou moins, et on a envie de faire ces choses-là. Alors, Voilà. ouais. Comment vous faites justement sur ces sujets de société? Est-ce que vous êtes forcément, est-ce que les éditrices sont forcément en accord avec les thèses des auteurs? Comment vous argumentez et comment vous orientez les choses en cette matière-là? On sait que parfois il peut y avoir des différences de point de vue, mais que parfois les éditeurs publient quand même,
même par acquis d'informations, pour que tout le monde puisse avoir les mêmes informations, puisse avoir différentes thèses, puisse avoir différentes théories? Est-ce que vous mettez un cadre aussi sur cela ou au contraire vous séparez, entre guillemets, l'artiste de l'œuvre? On va faire en sorte d'être toujours en accord avec ce qui se dit. Euh, En revanche, on ne s'interdit pas le livre qui peut être un peu décrié, typiquement la voiture électrique. On sait que les journalistes de magazines automobiles ou etc. Ont banni ou en tout cas ont critiqué fortement ce livre en disant oh, mais de toute façon c'est un coup de pub, tout ce qu'il dit c'est pas forcément vrai, etc. Mais on sait que ça les a heurtés parce qu'évidemment le marché de l'automobile et eux passent leur temps à faire des articles et des dossiers sur le bienfait de la voiture électrique, ce qu'on ne remet absolument pas en cause. Ce qu'on remet en cause, et c'est là où on veut vraiment être un petit peu plus rentre dedans, si je peux utiliser cette expression, c'est se dire attention, parfois on vous demande de faire quelque chose, mais on vous donne pas les moyens de le faire. Et là, dans ce livre, typiquement, l'auteur va dire aussi, bah, attention, finalement, la voiture électrique, actuellement, c'est pour les gens qui ont les moyens. Et on était tous d'accord là-dessus quand au départ, une voiture électrique vaut je sais pas, 30 000 € et qu'une voiture à moteur thermique en vaut 20 000, ben, quand on est dans la classe moyenne, c'est peut-être un peu plus difficile de s'équiper d'une voiture électrique. C'est ça, en fait, qu'on met en avant, mais on est toujours en accord avec le contenu du livre, c'est-à-dire qu'on va jamais publier un truc qui va à l'encontre de nos valeurs ou Nos de nos convictions. convictions. De toute façon, c'est un débat continuel avec l'auteur, hein, même si on n'est pas forcément d'accord sur l'intégralité du texte. Justement, on en parle, on a énormément d'échanges avec eux, que ce soit au téléphone, au bureau, autour d'un café. Et voilà, on échange toujours autour de ça pour justement comprendre le fond de sa pensée également, si on ne l'a pas comprise à la base ou s'il y a un petit passage qui nous heurte. Voilà, on est toujours dans l'échange en fait. Je pense qu'on peut pas faire un livre sans avoir cet échange-là avec l'auteur principalement. En Mm. tout cas, moi, je le ressens de cette manière-là. Est-ce que justement en littérature c'est la même chose ou au contraire là aussi vous mettez une limite et vous décidez de publier le texte, rien que le texte et uniquement le texte? Alors là, on va répondre à votre question clairement. On publie en regardant uniquement le texte. C'est-à-dire que on a publié là un auteur qui peut être décrié, qu'il a été à l'époque. Je vais prendre l'exemple. Donc c'est Maurice Barrès, hein, où on dit voilà cet homme, bon, il était d'un parti Mm. politique qui nous correspond peut-être pas forcément, etc. Et Maurice Barrès, il a écrit une littérature formidable, hein. Il a écrit Un jardin sur l'Oronte, qui est un livre extraordinaire, une histoire d'amour sublime dans un décor fabuleux. Moi, c'est un livre qui m'a fait pleurer, je ne l'avais jamais lu, c'est un livre très court et on le publie pour la beauté du texte, pas parce que... Et l'auteur était qui il était, peu importe. Voilà, c'est un livre qui fait partie des 100 livres qu'il faut avoir lus, à mon avis, dans sa vie et faire fi effectivement des convictions Mm. de l'époque de l'auteur, où on va avoir des textes euh, de Victor, je crois que c'est Victor Hugo. Euh, et ben oui, on n'a pas, on partage pas forcément les convictions de l'auteur de l'époque, mais le texte reste le texte et le texte est là pour la beauté qu'il dégage et l'émotion qu'il nous fait partager. Et Oui, un peu comme Céline avec Voyage au bout de la voilà. nuit à l'époque. Là, vraiment, on choisit en littérature un texte pour ce qu'il est et pas pour celui qui l'a écrit, en fait. Ok. Alors justement, sur le choix des ouvrages que vous avez décidé de publier, j'imagine que la masse d'ouvrages dans le groupe est plutôt immense. Comment vous choisissez ces textes-là? Est-ce que c'est en fonction des ventes? Est-ce que c'est en fonction d'uniquement ce que vous ressentez qui a besoin d'être remis au goût du jour? Et il y avait aussi une question d'Anne-Sophie qui demandait si certains livres sortent directement au format poche. Est-ce que vous octroyer aussi ce droit-là ou pas? Alors, des livres qui sortent directement en format poche, pour l'instant, on l'a pas fait.
Enfin, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Par contre, sur les ouvrages que l'on va proposer qui viennent du fond des éditeurs grand format, notamment sur les documents, on va souvent faire une version sur laquelle on apporte quelque chose de plus. Version augmentée. Donc l'auteur va travailler une nouvelle introduction, on va trouver un préfacier, on va ajouter un chapitre qui va mettre à jour le livre qui peut être paru il y a 1 an ou 1 an et demi si les événements ont fait que les choses ont bougé. Typiquement, voilà, là, on devait avoir des élections en Ukraine hein, en mars 2024. Ces élections n'auront pas lieu, donc on a un livre qui nous fait un portrait de Volodymyr Zelensky par un journaliste très connu qui est Gallagher Fenwick. Il nous a rajouté un chapitre parce qu'effectivement, quand il a écrit ce livre, la guerre en Ukraine commençait et donc là, il nous dit où on en est maintenant. Et voilà, pour que nos versions ne soient jamais obsolètes, en tout cas sur ce genre de documents. En littérature, on va pouvoir associer 2 livres d'un même auteur, comme on l'a fait pour Raymond Radiguet, qui n'a écrit que 2 romans. Et on avait envie, voilà, de faire une jolie édition avec une jolie couverture. Tout le monde le fait, hein. On trouve des éditions à 2,50 € pour les étudiants. Nous, notre envie, c'était d'en faire un bel objet. Après, sur le fond, on a beaucoup de titres. Après, nous, il y a des choses qui nous correspondent pas, donc on va pas aller chercher. Et puis, on essaye toujours de trouver un lien avec les livres que l'on publie, un lien avec une résonance, à savoir un anniversaire, un événement historique, quelque chose qui nous permette en fait de dire, bah voilà, quand on se dit par exemple, bah là, cette année, il va y avoir les 80 ans de la mort de Marcel Pagnol. On a envie, voilà, on a un livre sur Marcel Pagnol, on a envie de le republier à ce moment-là parce que les gens qui se disent, ah bah tiens, il y a l'anniversaire Marcel Pagnol, j'ai lu certains romans, mais peut-être que je ne connais pas suffisamment l'homme et que j'aurais envie savoir un petit peu plus sur lui. Et donc, nous, on aura un livre à ce moment-là qui sera différent de ce que les autres vont proposer, puisque les autres vont certainement proposer des romans, voilà. On a fait l'année dernière, par exemple, 2 titres de Pierre Loti qui ont très très bien marché parce qu'on a fait de jolies couvertures, qui avait un anniversaire et qui a eu pas mal d'événements dans les villes du sud de la France autour de Pierre Loti et ça redonne envie voilà, des lecteurs qui ne le connaissaient pas de le redécouvrir. Donc ça, c'est voilà un petit peu comment ça marche. Oui, on essaye toujours d'avoir un lien avec un événement, sauf peut-être sur la littérature contemporaine, où là, Là, c'est plus au feeling. on Là. le fait plus au feeling. Ouais. Et est-ce que vous vous octroyez aussi la possibilité de prendre des livres qui ne sont pas Oui, du groupe Elidia? oui, oui, tout à fait. C'est des sessions de droit avec des éditeurs. On rencontre tous les éditeurs voilà, de la place de Paris et d'autres. Et effectivement, on peut aller Ouais, typiquement, chercher des ouvrages qui ne sont pas de chez nous. typiquement voiture électrique, typiquement Voiture celui-ci, électrique n'est pas de chez nous. il n'est pas de chez nous, par exemple. D'accord. Ok. Donc ça, c'est en fonction aussi de ce qui vous anime de vos lectures en dehors du groupe. Voilà, on est d'accord que Oui, c'est des coups de cœur personnels qui viennent s'ajouter au catalogue. Tout à fait. exactement. Ok. J'aimerais qu'on parle aussi du nombre de publications que vous mettez en place chaque année. Est-ce que vous avez un calendrier particulier? Est-ce qu'au contraire, entre guillemets, il n'y a pas de limite? Ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'il faut forcément une limite. Il y a une limite humaine, hein, en fait. Voilà, c'est ça. Faut qu'on dorme. Voilà. Il y a une limite humaine. Non, on veut vraiment rester modeste. Ac- L'idée, c'est de publier une quarantaine d'ouvrages maximum par année. On s'interdit rien si voilà, on a une occasion de faire quelque chose, mais on n'en fera pas plus. Parce que après, ces livres, il faut les porter. Il y a un gros travail en librairie à faire, voilà, de promotion. On a des attachés de presse qui aussi portent nos poches. On essaye de démocratiser les rencontres de nos auteurs qui font un livre de poche, même s'il a déjà été édité en grand format, euh, pour faire des rencontres en librairie, des conférences, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose de très difficile puisque le poche est la seconde vie du livre et
bah, pourquoi les lecteurs rencontreraient un auteur sur un livre de poche? Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et on arrive quand même à avoir voilà, des événements en Des événements. librairie avec des livres de poche. Et puis, il faut aussi penser aux libraires qui croulent sous les livres chaque année, hein. Je crois qu'il y a plus de 110 000 nouveautés par an. Donc, On a rencontré un éditeur il y a quelque temps, qui est un très gros éditeur, hein, qui disait que pour le poche, il publiait entre 150 et 180 ouvrages par an. Enfin, c'était un truc c'est délire. incroyable. Et en fait, un livre chasse l'autre, donc on le sait bien. Euh, et c'est vrai que nous, on se dit, voilà, ils sont là, on a envie qu'ils durent et qu'ils restent dans les rayons un peu longtemps, même s'ils sont plus sur les tables. Et vous avez même lancé une opération, je crois que c'était avant Noël, sur les pochettes de livres. Oui, C'est plutôt on rare. a fait avant Noël. En fait, parce que voilà, on reste cohérente avec ce qu'on a envie de faire et la ligne qu'on se donne. On a fait fabriquer des petiques pochettes à livres. Donc, je sais pas si vous avez vu cette opération en librairie. Donc, vous glissez votre livre de poche dedans et vous mettez dans votre sac à main. Ça évite d'abîmer les coins de votre livre ou de le couvrir avec un. Un Souvent, on met papier un craft. papier craft, hein, ou quelque chose. Parce qu'un livre de poche, évidemment, n'est pas, en termes de qualité, est beaucoup plus fragile qu'un grand format. Et on a fait, donc, avec Zoé, on est allé, voilà, démarcher des marchands de tissus, trouver des couturières françaises qui nous ont cousu à la main, enfin à la machine, hein, mais pas industriellement des petites pochettes. Et donc elles sont exclusives. Il y en a eu 2000 en tout. Et voilà, on s'est fait, voilà, on s'est fait plaisir. Et on a voulu faire plaisir aussi à nos lecteurs en faisant des petits coups marketing un peu comme ça. Donc là, on réfléchit à la prochaine opération en essayant d'en faire une par an, mais on veut vraiment garder. On est une entreprise voilà, qui va pas chercher forcément le profit ou le livre le moins cher. Nos livres sont imprimés en France. Voilà, les objets qu'on fait sont faits en France. On essaye de garder en fait ça, le savoir-faire et Très qui bien. nous tient à cœur en fait voilà de protéger. Parfait. Alors, je vous ai demandé à toutes les deux de préparer des sortes de coups de cœur personnels. On sait que le catalogue est grand. Quels sont les deux livres chacune que vous aimeriez remettre en avant? On parlera des parutions de janvier tout à l'heure et de ce qui va advenir, même si Joséphine en a déjà préparé une. Mais quels sont les deux livres que vous aimeriez qu'on remette au goût du jour? On parlait tout à l'heure de la difficulté d'exister en librairie par rapport à la littérature. Est-ce que vous avez choisi ce type d'ouvrage? Ouais, alors il n'y en a pas que deux, évidemment, on les aime tous, on les a tous travaillés. Alors c'est vrai que nous, on est très proche des auteurs avec lesquels on peut travailler, évidemment, il y en a d'autres qui ne sont malheureusement plus là et on ne peut pas travailler avec eux, mais à chaque fois, il y a un vrai lien qui se crée entre l'auteur et nous, et il participe en fait à la nouvelle édition poche de son livre, même s'il l'a déjà travaillé en grand format. C'est vraiment quelque chose d'important, même sur les titres que l'on va acquérir chez d'autres maisons d'édition, on a un lien avec l'auteur. Donc voilà, je pense que ça fait partie du travail, on a besoin de ça et ça se passe bien. Alors moi, il y a vraiment un livre que j'ai découvert ici, hein. Quand je suis arrivée, on m'a présenté Lithos Motif. Je vous avoue, je ne connaissais pas. Tout le monde me disait, oh là là, mais en librairie, c'est une collection formidable, tu n'en as jamais lu. Ben non, voilà. Et j'ai découvert ce texte, évidemment bêtement, hein, en regardant un fichier Excel et en triant les meilleures ventes hein, des éditions, enfin du groupe. Et ce titre, c'est un titre de Mariam Abba. Donc Mariam Abba, c'est une auteure, c'est une romancière africaine, elle est sénégalaise. Elle a écrit deux livres, elle est décédée dans les années 80. Et elle nous raconte en fait la vie d'une femme au Sénégal qui vient de perdre son mari. Sauf qu'elle n'était pas la seule épouse, évidemment, et qu'il y a plusieurs enfants qui vont se battre pour l'héritage.
Et en fait, elle écrit à une de ses amies qui, elle, a quitté le Sénégal, est partie vivre aux États-Unis, faire ses études là-bas et est devenue, voilà, quelqu'un, une femme de la société actuelle, elle travaille, etc. Et elle, elle est restée, elle s'appelle Ramatouilay, elle est restée, elle, au Sénégal, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Évidemment, elle a dû partager son mari parce que là-bas, c'est la tradition et c'est comme ça. Et sous forme de lettres, donc un chapitre égale un paragraphe d'une lettre, elle lui raconte sa vie. Et à aucun moment, elle dit, je ne regrette ce que j'ai fait parce que oui, elle a le poids des traditions, mais en même temps, elle a été heureuse, elle a accepté tout ça, et il n'y a pas de regret. C'est un texte extrêmement poétique, qui a une résonance extrêmement forte, même dans la condition de la femme aujourd'hui. Voilà, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup émue et je marche vraiment qu'à l'émotion quand je lis. Qu'elle soit positive ou négative, si un livre ne dégage rien, ni de positif ni de négatif, pour moi, il peut retourner sur une étagère, c'est-à-dire qu'il n'a pas lieu d'être, en tout cas pas chez nous. C'est vraiment, voilà, soit on peut détester un livre, mais il nous fait dégager une émotion, et c'est quelle qu'elle soit. Euh, donc celui-là, c'est vraiment un des livres que j'ai découvert et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré et que je pourrais offrir à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon premier coup de cœur en arrivant ici. Et après, alors ça va être, tu prends le relais après? Ouais, ouais, bien sûr. Un autre titre, alors j'aime beaucoup la littérature très contemporaine aussi. Un autre titre, voilà, c'est Le bocage à la nage d'Olivier Molin. Alors là, on est dans tout ce que j'aime. On est dans le roman où on égratigne la société française. Là, on est sur un homme qui, à la quarantaine, il est représentant de commerce et il vend des montes-escaliers en Mayenne. Alors croyez-moi qu'il n'y arrive pas parce que même si c'est la région où il y a le plus de personnes âgées, évidemment, on leur parle de monte-escalier, ils comprennent pas. Enfin voilà, ils habitent toujours cette même maison, ils vivent en famille. Et en fait, c'est un peu voilà, un loser. Et évidemment, c'est très, euh, c'est très gratte-poil parce que voilà, on les gratigne, hein, ces gens aussi qui travaillent comme des fous pour rien. Et il vit donc dans le bocage en Mayenne et il a un meilleur ami qui est un espèce d'ancien soldat qui ressemble à un gros nounours et qui en fait est un homme extrêmement gentil, extrêmement humain, qui va aider une jeune fille et sa sœur à quitter des parents violents. Donc évidemment, on est dans une région où l'alcool coule à flot le soir quand on rentre, les verres de vin, etc. Et ils vont créer une petite communauté où ils vont vivre en autarcie en refusant toutes les contraintes de la vie actuelle. Euh, L'argent, qui ne fait pas le bonheur pour eux, profiter de la vie un maximum, être avec ses copains et puis cultiver ses légumes, manger ses poulets. Et le bonheur, c'est ça en fait. Sortir des carcans que peut nous imposer la société et, euh, et être heureux. Ça, c'est vraiment. Et donc, dans un style qui, à chaque page, on rigole. Enfin, vraiment. Vraiment, à chaque page, on rigole. C'est. Voilà, ça parle d'amour, hein, et ça, c'est chouette. Il y a une intrigue policière au milieu de tout ça. Il y a aussi beaucoup de tendresse et une écriture qui est extrêmement amusante, quoi. Olivier Molin, il sait se moquer, voilà, il sait se moquer de lui-même, donc de son personnage, et il sait se moquer aussi de la société et de ce qu'elle nous impose. Dans un autre de ses livres que j'ai lu, il arrive à un jeune homme vend des sapins, et en fait, on est évidemment en Seine-Saint-Denis. Et évidemment, on sait que la plupart des communautés de Seine-Saint-Denis ne fêtent pas Noël. Et en fait, il trouve une astuce pour vendre des sapins, donc c'est très très drôle, vraiment. C'est vraiment un auteur à découvrir. Il a eu le prix des Hussards quand même l'année dernière pour un de ses titres qui est paru au Cherche Midi. Donc il a une belle plume, il a une belle écriture. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième gros coup de cœur de cette année. Et d'ailleurs, Ouais, c'est sûr. vous n'aviez pas un extrait à nous lire, Valérie?
sur le bonheur. Alors, je voulais vous lire un extrait, mais d'un autre titre, Ah, d'accord. de Maria Maba. Alors, voilà, cette auteure, elle n'a écrit que 2 livres, hein. Celui-ci, nous avons réussi à pouvoir le publier en poche. Euh, et c'est vrai que j'en suis assez fière parce que il est moins connu. Il a été publié chez un tout petit éditeur français qui, comme nous, s'engage voilà, sur la condition de la femme. Alors, on ne l'a pas vu, hein, Et je- Valérie. On ne l'a pas vu Ah, à l'écran. pardon. Voilà, parfait. Et il sort le Donc, 14 il vient juste février. de... Ouais, il sort bientôt. Il sort le 14 février. Voilà, c'était un petit clin d'œil. La couverture est hyper colorée. Au début, ça nous a fait penser un peu à un Malabar et on s'est dit, Non, je suis bah, en d'accord. fait, le Malabar, quand on l'a dans la bouche, c'est un petit moment de plaisir, donc ce sera la même chose. Donc, je voulais un extrait qui parle d'amour et de bonheur. Il franchit ce matin de rentrée le portail du bâtiment de la faculté des lettres et sciences humaines. L'enceinte vibrait déjà de chahut. Dès le seuil, son cœur bondit. Devant lui, l'aurore étincelait. Une tête blonde s'agitait. Tout d'un coup, le rêve enfoui dans son cœur et caressé avec tendresse se matérialisait. L'image avait franchi les limites brumeuses, elle se mouvait. Cette nuque laiteuse que Ousmane apercevait était bien celle de Mireille. Il l'avait trop embrassée en songe pour en oublier la forme gracile et ondoyante. Ce profil, il le reconnaîtrait, même sans lumière, pour l'avoir 1000 fois redessiné en 3 mois de vacances. Et la parure d'or diaphane frémissait. La seconde vécue lui parut une éternité, par la densité de l'émotion, par la rencontre jugée impossible qui s'organisait. Avancer, mais avancer comment? Ses jambes hésitaient, son cœur dansait. Du courage, à pas compter, mais chaque pas le rapprochait du but, lentement, mais irrévocablement. Il avançait, à pas compter, certes, mais il progressait tout de même. Sa main se tendait et se refermait, se tendait vers un objectif, une épaule claire qui avait repoussé l'envahissement des cheveux de flamme, et la paume d'Ousmane conquit tendrement cette parcelle de peau et s'y appuya. On imagine des chocs spectaculaires pour le jaillissement du bonheur. On imagine des cadres coûteux pour son éclatement. Et le bonheur n'est de rien, se nourrit de rien. On lui confère un prix énorme. Son acquisition paraît réclamer un prix fort, et pourtant, le bonheur peut s'épanouir tout simplement dans un amphithéâtre d'université. Une épaule nue le déclenche, quelques pas le livrent, un quart de tour de tête, l'oblique d'un visage, et des fluides se rejoignent pour recréer l'unité. Le couple naît, la mission millénaire s'ébauche, un homme, une femme ici, un homme, une femme ailleurs. Donc ça, on retrouve dans ce texte-là la même émotion. On est sur l'histoire d'un couple mixte. On est dans les années 80. Et évidemment, la confrontation de tout le poids des traditions, la pression sociale, l'opposition des familles. Évidemment, on a aussi cette balance entre une famille blanche plutôt aisée et un jeune homme qui, lui, ne veut pas aller travailler à l'usine et rester au Sénégal, mais veut devenir quelqu'un. Et là, il y a voilà, cette confrontation inévitable. Mais est-ce que l'amour sera plus fort que tout? Ça, il faut lire le livre pour le savoir. Parfait. Alors, Joséphine, c'est à vous. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir 2 livres coup de cœur, donc j'en ai choisi un. Parce qu'elle est bien tranchée. Donc, c'est un livre qui n'est pas encore sorti, qui sort dans une semaine, qui s'appelle Les Commandos de l'Affiche Rouge d'Arsène Tchakarian et d'Hélène Cosséan. Donc, il est sorti aux éditions du Grosset en grand format il y a quelques années, en 2015, et on le refait en format poche aujourd'hui. C'est un texte qui m'a particulièrement touchée car c'est le témoignage d'un ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale et qui raconte comment, avec un groupe de 23 combattants, ils ont mené des actions de résistance dans Paris. Donc voilà, c'est tout son témoignage sur toutes ces actions qui ont eu lieu dans Paris avec des personnes dont ils ne connaissaient pas le nom. Ils connaissaient uniquement des surnoms qui sont morts pour la plupart. Donc les 23 fusillés du Mont Valérien. Ce sont eux, donc les commandos de l'Affiche Rouge. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je l'ai lu, je crois, en une après-midi en passe de temps, quand tu me l'as donné. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très touchant. Malheureusement, Arsène Tchakarian est décédé, donc
en 2018. Donc voilà, il nous a quittés. Mais voilà, je trouve que c'est très bien de remettre un texte aussi fort et aussi important sur le devant de la scène. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Donc on a voulu rester fidèle en reprenant exactement la même couverture que le grand format. Et voilà, c'est un beau petit livre qu'il faut vraiment lire. En fait, dans ce livre, on est comme un peu dans un jeu de pistes. C'est ça. Il nous explique vraiment dans quelle rue il passe, À vélo, voilà, à avec son ami qui vélo. l'attend au croisement de deux rues. Et c'est vraiment un groupe de jeunes donc, qui étaient juifs pour la plupart, Mm, mais de différentes nationalités, qui sont venus pour combattre et enfin, voilà, exactement. pour une mission qui n'était pas forcément la leur. Voilà, ils sont en France et c'est très touchant. Et Arsène Tchakarian, effectivement, nous a quittés, mais Hélène Cosseillan, qui a co-écrit le livre avec lui, va faire un reportage, alors je crois que c'est sur Arte, qui passera effectivement courant février, où elle rappellera le devoir de mémoire, en tout cas, et cet événement historique. Alors, je ne sais pas si Zoé en a choisi également deux, mais si jamais c'est le moment. Euh, Non. bon. Alors, si ce n'est pas le cas, Allez, j'aimerais en qu'on parle. brut de poche. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais qu'on parle de ce qui vient de sortir chez Litos. Alors, on a parlé d'Olivier Molin, on a parlé de Maurice Barrès, on a parlé de François-Xavier Pietri, on a parlé un petit peu de Raymond Radiguet, Le Diable au corps. Euh, Oui, mais il y en a également deux, dont un, Les héritiers de Bernard Pasquito, Pasquito, je ne sais pas. oui, Euh, Pasquito. Pasquito, il en manque un, il manque Alain Delon, qui est en plein dans l'actualité pour le coup. Je ne sais pas si Alors, vous parlez. on a eu une chance inouïe en termes de calendrier, je dirais, qu'au moment où on sort ce livre, hein, qui est sorti le 17 janvier, l'affaire Delon éclate au grand jour, justement sur l'héritage et qui commence à se dire ce qu'il va récupérer alors qu'Alain Delon est toujours parmi nous. Ouais, donc ça, c'est assez fou. Les héritiers, donc c'est un livre qui était paru il y a quelques années dans une édition grand format, sur lequel on a vraiment retravaillé avec l'auteur de l'introduction à la fin et dans lequel on a rajouté deux personnalités people, hein, Gina Lollobrigida et Georges Brassens. Et ce livre, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que en fait, c'est écrit, chaque petite histoire, c'est comme un peu un fait divers. Et on se dit, il nous raconte évidemment hein, l'histoire de, quand je prends Uderzo, il nous raconte l'histoire de sa fille Sylvie, de ce qu'elle a fait chez Uderzo et comment en fait l'homme qu'elle a épousé s'est immiscé petit à petit dans la famille Uderzo parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'argent à la clé. Et comment Uderzo a été écarté en fait de tout ce qu'il avait construit et comment ça se finit à la fin parce que évidemment quand on parle d'héritage ça finit pas toujours bien. Ou comment il y a un cas extraordinaire, c'est Raymond DeVos qui un jour une jeune femme lui écrit et lui dit ah mais on s'est rencontrés Monsieur DeVos un jour vous étiez au spectacle, on se connaît etc. Lui ne fait pas trop attention à cette jeune femme et puis en fait cette jeune femme lui dit qu'elle est médecin chez Médecins sans frontières. Il se sent seul à ce moment-là, il lui fait confiance et en fait cette femme il ne l'a jamais vue, il ne la connaît pas et l'idée elle n'a jamais été médecin et en fait elle l'a empoisonné à petit feu. Enfin en tout cas c'est ce qu'on soupçonne. Donc c'est vraiment un livre limite de faits divers sur ces histoires d'héritage et c'est voilà ce sont des cas assez abracadabrants et qu'on n'aurait jamais soupçonné. Bernard Pasquito connaît très très bien le milieu des people, hein. C'est un des référents en fait dans toutes les émissions de télé liées à ce genre de choses. Et là, il est beaucoup sollicité effectivement puisqu'il connaît très très bien l'histoire de la famille Delon et d'Alain Delon. Et donc, il est en plein cœur de l'actualité et nous avons la chance que ce livre sorte évidemment sans Alain Delon. On n'avait pas prévu ce C'est clair. cas-là C'est une personnalité encore quand on a vivante. travaillé ensemble cet été. Euh, mais ça, c'est vraiment, c'est un chouette bouquin, vraiment.
Et l'autre sortie, c'est À l'ombre de la cité Rimbaud d'Alimata Fofana, qui est sorti aussi très Alors, récemment. ouais, alors ça c'est pareil. C'est un livre, je vais vous raconter la petite anecdote. Quand j'ai fait mon entretien d'embauche dans les locaux des éditions du Rocher, on vous met toujours dans une petite salle, comme une salle d'attente, hein, et il y a toujours sur la table évidemment des livres, ce qui est logique chez un éditeur. Et en fait, c'est le premier que j'ai pris en me disant, bon, ben, en fait, la personne qui doit me recevoir est très en retard. Et donc, en fait, j'ai bouquiné presque une moitié du livre en attendant, puisque j'ai quand même attendu très longtemps. Euh, et je me suis dit, oh, c'est chouette, ce livre-là, ça ferait un bon livre de poche. Je suis sûre qu'il intéresserait les lecteurs. Et donc là, au bout d'un an, je me suis dit, allez, allons-y. Sachant qu'effectivement, Alimata Fofana, donc, elle parle d'excision, hein, elle parle de banlieue, elle parle d'être une femme dans une famille de plusieurs enfants quand on est originaire du Mali, et malgré le fait qu'on soit en France et qu'on ait accès à l'éducation, etc., on a quand même les traditions familiales qui sont là. On s'occupe des petits frères, on fait le ménage, on va à l'école, mais bon, voilà, c'est pas non plus obligatoire d'y aller longtemps. Et elle, en fait, elle va découvrir grâce à sa professeure de français à l'école élémentaire ce qu'est la littérature et l'amour des mots. Et évidemment, elle va parler de cet élément douloureux hein, qu'est l'excision, puisque à 6 ans, on lui dit, tu sais, pour la première fois, tu vas aller au Mali, on va retrouver les cousins, les cousines. Elle se fait évidemment une idée extraordinaire de ce voyage. Et en fait, ce voyage, c'est pour voilà, avoir recours à une pratique barbare hein, qui existe malheureusement toujours, sachant qu'elle a été mutilée à l'âge de 5 ans, donc c'est pas non plus il y a, euh, il y a un siècle. Et donc, elle nous parle de tout ça, mais c'est vrai que moi, ce que je retiens de ce livre, c'est vraiment le parcours d'une jeune fille qui veut autre chose pour elle et qui veut devenir la femme qu'elle a choisi d'être, malgré toutes les traditions qu'on lui impose. Et ça, c'est pour moi la chose la plus importante dans ce livre. Donc, ça se lit très, très bien, c'est vraiment très grand public. Ça peut être drôle parfois parce qu'elle est complètement fan de Céline Dion, donc elle chante du Céline Dion à tue-tête dans tout ce qu'elle fait. Euh, et que malgré tout ça, voilà, il y a l'amour de ses parents, il n'y a pas de pardon, mais il y a aussi comment elle va aider d'autres femmes à mettre des mots sur leurs mots et sur ce qu'elles ont subi, où elle dit en fait il fallait pas en parler. Enfin voilà, c'était quelque chose qu'on avait vécu et il fallait faire comme si ça n'existait pas. Donc j'ai pas voulu vous lire un extrait de celui-ci parce qu'il peut être un peu plus triste, mais c'est un très beau livre et elle sera là pour le défendre comme elle l'avait fait sur la version grand format qui était sortie il y a un an. Parfait. Alors maintenant, on va parler aussi de ce qui va sortir là dans les prochaines semaines. On en a parlé déjà de certains, mais on n'a pas parlé de Christophe Paviot. C'est mon cœur qui bat dans cette ordure. Et également peut-être de Dominique Lormier, qui est quand même spécialiste absolu. Le référent, oui, historique. Alors, Christophe Paviot, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'avais découvert avec un premier livre chez Belfond en grand format. Auteur qui a voilà, du mal à, à se faire connaître, je trouve, voilà, par le public. Donc là, comme tout le monde sait, 2024, 30 ans de la mort de Kurt Cobain, quand même, voilà, un ancien, une personnalité du monde musical, détesté par les uns, admiré par plein d'autres. Et ce qui m'a frappé avant de prendre enfin, de choisir ce livre, parce que c'est pas forcément mon univers, c'est que j'ai une fille adolescente et que dans les magasins de vêtements pour les jeunes adolescentes, on trouve encore des t-shirts à l'effigie de Nirvana. Et je m'étais dit, mais c'est un truc, ça traverse toutes les générations. Et je lui ai posé la question, tu sais qui est Kurt Cobain ou Nirvana? Bah oui, je sais, enfin voilà, sans en être femme, mais elle connaissait. Et on discute avec Christophe, je ne sais plus par quel biais, et il me dit, bah oui, il y a quelques années, j'ai écrit un livre chez un éditeur qui faisait de la musique, mais qui faisait quelques petits livres d'édition
un livre qui s'appelle Cassé, c'est sur Kurt Cobain et c'est l'histoire de Kurt Cobain s'il n'avait pas été Kurt Cobain et qu'il n'avait jamais percé dans la musique. Je lui dis, bah écoute, je veux bien le lire, donc je lis ça cet hiver et alors c'est très trash, hein, c'est une écriture nerveuse, on ne mâche pas ses mots et en fait on est dans la peau de Kurt Cobain, c'est-à-dire qu'on, comme il le dira sur la quatrième de couve, on entend ce qu'il pense et on entend ce qu'il dit, c'est-à-dire que tout est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, c'est assez, ouais, il y a une certaine vulgarité dans l'écriture, mais volontaire parce que Kurt Cobain était comme ça. Et en même temps, c'est un personnage hyper attachant, malgré tout ça, malgré les galères, malgré la drogue. Enfin voilà, dans ce livre, on cache rien. Euh, et nous, on sait ce qui s'est passé après, mais de se dire que Kurt Cobain aurait pu ne jamais percer, et toute la difficulté que ça a été pour lui, cette souffrance de se dire, bah, je vois d'autres groupes qui émergent et qui sont bien moins bons que nous en termes de musique. Euh, c'est ça qui était intéressant dans ce livre. C'est vrai que c'est un livre, voilà, il est trash, il est dur, euh, il est sans filtre, mais il est extrêmement fort. Et on trouvait que voilà, le petit clin d'œil avec l'anniversaire de Kurt Cobain, il y a eu peu de romans en fait où l'auteur se mettait dans la tête de Kurt Cobain et lui inventait une histoire, était assez intéressante. Donc celui-là, il sortira tout début mars, le 6 mars. Et le second dont tu nous parlais, c'était Les vérités cachées de la résistance. les vérités cachées de la résistance. Alors, Dominique Lormier, donc c'est un auteur qu'on publie en grand format, hein, aux éditions du Rocher depuis longtemps. C'est le spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Tous ses ouvrages sont un succès et l'avantage, enfin le petit plus qu'il y a dans ces livres, c'est que c'est étayé de beaucoup de témoignages inédits. Euh, et c'est ça qui est intéressant. C'est des gros livres, hein, donc je pense que c'est bien quand on veut vraiment se documenter assez profondément. Alors c'est assez réservé pour moi aux experts, mais on ne fait pas mieux en matière de livres d'histoire. Parfait. J'aimerais savoir d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de suppléments, une préface, un chapitre supplémentaire, etc. Est-ce que Oui. finalement, vous pouvez aussi modifier le texte? Est-ce que vous, quand l'auteur est en vie, bien entendu, est-ce que vous touchez également au texte, une relecture en accord avec l'auteur? Est-ce que vous pouvez faire comme si vous étiez un éditeur de grand format, ou au contraire, vous respectez ce qui a été publié auparavant? Alors sur les auteurs classiques, on ne touche pas au texte parce que on estime que voilà, on n'a pas à moderniser un texte qui peut être plus ancien ou voilà, on n'utilisait pas les mêmes codes pour les guillemets ou les tirets de dialogue, les choses comme ça. Donc ça, sur un texte qui est un texte entre guillemets classique, on ne touchera rien, sauf évidemment faute d'orthographe D'orthographe. qu'on aurait vu, etc. Et on va peut-être changer la forme, mais en tout cas jamais le fond. En revanche, sur les romans, on va pouvoir dire à l'auteur, ben voilà, on a relu le texte. Typiquement, là, dans ce passage, il y a peut-être pas assez de, il y a des choses à améliorer, et on va refaire un travail, ouais, nous, éditeurs avec l'auteur. Typiquement, sur les héritiers, on a réécrit toute l'intro, donc évidemment, c'est l'auteur qui le fait, hein, mais on a rajouté des choses, on a mis à jour des choses, il y a plein de choses qui ont été faites sur le texte, oui. Donc ça vous permet quand même de, comparativement à d'autres maisons d'édition, alors excepté celles qui font du poche dans la même maison, mais les maisons de poche en principe ne le font pas. Pour le coup, c'est quelque chose que vous faites de manière totalement supplémentaire. Et ça a un Oui, avantage clair et net. bah déjà, c'est ce qu'on disait au tout début, hein, nous, il faut qu'on ait une relation avec Autant. l'auteur. Sinon, on est juste en fait Des des metteurs en exécutants, page. ouais, Et, derrière et, notre écran, tout seul, dans notre bureau, ça a moins de sens pour nous, en tout cas. ouais. Et non, ça c'est important, en tout cas sur la littérature, sur le document, on travaille aussi avec l'auteur, où on va lui dire, ben voilà, nous là.
on comprend pas très bien, est-ce qu'on pourrait changer, revoir cette phrase, ce paragraphe, etc. Oui, on va le faire. Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà été on va dire, en désaccord au sein de l'équipe sur un texte à publier ou non? Est-ce qu'il faut, entre guillemets, unanimité entre vous pour qu'un texte soit publié ou au contraire, vous pouvez, entre guillemets, faire plaisir à l'autre et faire un petit compromis? Alors, on a des réunions éditoriales qui ont lieu chaque mois, où on échange sur des possibles sujets, et là, on peut avoir un- une interrogation en fait de certains membres de l'équipe sur le bien fondé de publier cette édition. Là, on a eu le cas, par exemple, récemment, je vous parlais de Marcel Pagnol, où quand on a évoqué le sujet il y a quelques mois, on nous a dit, oh non, ce livre, l'anniversaire de Marcel Pagnol, ça va pas être un gros truc. Et puis, il y a un mois et demi, on nous a dit, ou il y a un mois, on nous a dit, non, mais finalement, c'est une bonne idée, enfin, c'est dommage de pas le faire. Donc là, évidemment, ça nous fait courir un peu, un peu vite. Mais après, jusqu'à présent, je crois qu'on n'a jamais fait quelque chose contre notre gré. Non, Voilà, on arrive toujours à argumenter ou quand on a envie de quelque chose, enfin de on le publier un livre, on défend. le défend. Et en revanche, quand on n'est pas certain que ce soit une bonne idée, on sait donner les arguments pour ne pas le faire. Très bien, très bien. J'aimerais que vous nous parliez aussi de la difficulté d'exister quand on vient de se créer, quand on vient de pénétrer le marché, que ce soit en librairie, que ce soit avec les lecteurs. Est-ce que est-ce que vous avez un plan d'action, entre guillemets, un plan d'action sur différentes années, sur l'avenir en tout cas? Comment vous voyez les choses dans 10, 15 ans, voire moins, hein, 5, allez, on va dire 5, entre 5 et 10 ans? Comment vous voyez évoluer les choses? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'avenir de Lythos ou au contraire, vous êtes uniquement encore au début et pour l'instant, les choses se passent comme elles devraient se passer et que vous êtes plutôt satisfaite, j'imagine, du début. Alors les choses se passent effectivement comme pour l'instant on l'avait en tout cas prévu. Chaque année, on se pose sur comment on va accompagner nos livres. Et avec Zoé, on réfléchit, voilà, chaque année à mettre des actions en place pour qu'on nous remarque, en tout cas dans toute la masse de titres. Après, on sait très bien qu'on n'aura jamais l'auteur à 1 million d'exemplaires, et en même temps, c'est pas ce qu'on cherche non plus. On veut pas se diversifier sur du mass market, donc c'est pas notre envie. Oui, on le fait pour l'instant d'une année sur l'autre. Donc là, on est en train de réfléchir, voilà, à des opérations qu'on va faire, hein. Comme tu le sais, on a été l'éditeur invité de la Cube. Donc ça nous a permis aussi de faire, voilà, un petit livre très chouette avec une auteure où on a vraiment pris du plaisir à faire, voilà, ces choses-là. Ça nous plaît beaucoup parce que d'abord, ça allie le côté commercial et en plus éditorial. Donc ça, c'est des compétences qu'on maîtrise. Enfin, moi, j'ai fait des études de commerce quand même avant de rentrer dans l'édition. C'est des choses qui nous animent. Je pense qu'on est assez créatif, voilà, pour inventer plein de petites choses. On va essayer de nouer un autre partenariat sur l'année 2024 avec quelqu'un qui fait pas du livre, mais autre chose, mais qui est en rapport avec la lecture. Et puis, on réfléchit à voilà, un autre petit goodies qui nous permettrait de ne pas faire ce que nos concurrents font. Dans 5 ans, bah, évidemment, en fonction de comment évoluera le monde de l'édition, on ne sait pas où on sera. Euh, je pense qu'on a du mal à se faire des plans encore à 5 ans. On espère que on aura cette notoriété. Euh, et finalement, je ne sais pas si c'est la notoriété qu'on a envie d'avoir, c'est voilà, qu'on ait un bouche à oreille en disant que quand on parle de Lythos, bah, ils proposent des livres Qui sont qui sont qualitatifs quali et et qui forts. voilà, littéralement sont assez forts, ou en tout cas marquent les esprits. Euh, Évidemment, comme tout le monde, hein, on a des succès et on a des insuccès, mais là, la proportion est assez équilibrée pour nous Ouais. permettre de continuer comme ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai lancé sur le sujet de livres qui sont hors maison.
que vous allez publier ou non, mais est-ce Oui. que vous recevez, est-ce que ça vous donne envie aussi de recevoir des manuscrits, de recevoir des textes, ou au contraire, pour l'instant, vous avez dit tout à l'heure toutes les deux que ce ne sera pas le cas, en tout cas, c'est pas dans votre esprit, mais est-ce que ça vous donne envie aussi de dénicher des textes? Parce que finalement, vous dénichez des textes qui sont anciens, qui sont ressortis, qui sont plus disponibles pour certains. Vous êtes déjà des dénicheuses de textes, mais est-ce que ça vous donne envie de découvrir de nouvelles voies, de développer ce système-là ou pas? Alors, on est très à l'écoute des tendances du marché, évidemment, parce que ça, c'est aussi important. L'idée, ce serait plus de créer des collections dans la collection. Euh, Là, on a quelques opportunités hein, de propositions de textes inédits qui, en fonction du sujet, ne méritent pas un grand... Enfin, je vais dire ne méritent pas, tout le monde le mériterait, mais n'auraient pas une vie assez forte en grand format et qui pourraient être déclinés en inédit poche. Oui, ça, c'est les choses sur lesquelles on réfléchit. Après, on sait que les auteurs, commencer par un livre de poche, pour eux, c'est pas envisageable. Enfin, voilà. Ça, ils ont envie d'un grand format, ils n'ont pas tout de suite envie d'être en poche. C'est un peu difficile pour eux. Même pour des auteurs qui n'ont pas vu leur manuscrit accepté par d'autres maisons, c'est pas finalement il vaut mieux être édité en poche que pas du tout, non? Alors ça, ouais, le message est difficile à leur faire passer. Euh, on a plus de facilité à approcher des auteurs comme ça sur des textes qui nous ont plu, qui sont en auto-édition, plutôt que des auteurs qui ont été refusés par plein de maisons. Et c'est vrai que quand on est refusé par plein de maisons, ben, il y a peut-être une raison aussi. Donc voilà, on fait attention à ça. Et après, on a effectivement des auteurs qui viennent vers nous, qui ont écrit un second manuscrit qui n'a pas été enfin voilà, retenu par un éditeur et qui là seraient peut-être prêts à faire une édition poche directement. Mais du coup, on a plus de mal après sur la promotion quand on a un poche en direct que sur un grand format. Donc ça pose pas mal de questions. Euh, Après, on a de quoi se nourrir hein, pour effectivement faire des découvertes dans ce qui existe et on se penche pas trop sur ce sujet-là, sachant qu'on gère aussi voilà, une maison en grand caractère qui nous nourrit aussi de littérature plus grand public et sur une maison de poche qui est plus en lien avec le religieux, la philosophie, etc., et qui nourrit un autre aspect de notre curiosité. Donc voilà. Alors j'aurais une dernière On question. a Oui, pardon. Vas-y, oui. J'aurais une dernière question pour toutes les deux. Je rebondis sur justement les grands caractères et en effet, ça c'est clairement une force supplémentaire. Est-ce que je ne sais pas si les livres sont disponibles chez Litos en numérique et est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer si ce n'est pas le cas et notamment également au format audio qui a son petit succès, mine de rien, la lecture audio, les livres audio ont leur succès. Est-ce que c'est un axe de développement qui n'est pas forcément visible chez le monde du poche? Finalement, est-ce que c'est un axe de développement pour vous? Alors oui, le numérique, normalement, est systématiquement associé quand c'est des titres qui viennent de notre maison, puisque les droits ont été forcément négociés au départ. Quand ce sont des livres qui viennent de l'extérieur, nous n'avons pas les droits numériques. Donc sur certains de nos ouvrages, on les a pas. Le livre audio, c'est quelque chose qui est effectivement dans les tuyaux. Euh, à savoir par contre que c'est de la négociation de longue haleine, donc ça prend beaucoup de temps. Mais on a déjà enregistré quelques livres audio et on attend de formaliser tout ça contractuellement avec évidemment tout ce qui est plateforme de distribution pour pouvoir lancer cette activité. Parfait. Et j'avais finalement une dernière question. Tout à l'heure, vous liez les différentes pierres. Alors, est-ce que finalement c'est envisageable de continuer l'expérience encore un petit peu plus loin et potentiellement d'installer des pierres en librairie, des pierres précieuses en librairie? Est-ce qu'il y a eu une question, entre guillemets, de rapprochement au côté, peut-être au côté, au toucher en réalité? Est-ce qu'il a été question, peut-être dans votre réflexion chez Litos,
de prendre ces pierres et de les amener finalement en librairie pour, on sait qu'elles ont des propriétés particulières. Est-ce qu'il a été question de les transporter aussi en librairie, d'ajouter peut-être, alors c'est pas un goodies, mais quelque chose de supplémentaire pour que l'aventure se perpétue au-delà d'un nom de collection? On a Alors ça, évoqué l'idée. Zoé est là pour en parler. Voilà, ça fait partie un peu du spoil sur nos Ah, pardon. réflexions sur l'année 2024 en termes de goodies. Alors, dans un premier temps, ça se fera plus avec des influenceurs, des blogueurs littéraires, etc., que via la librairie. Mais c'est quelque chose qui est dans nos projets, en tout cas, et qu'on avait planifié dans notre envie de développement de marque. Oui. Donc ça verra le jour. On sait déjà sous quelle forme et comment. Et ce sera quelque chose voilà, qui arrivera courant 2024. On ne sait pas si ce sera juste avant l'été ou un petit peu après, ou pour Parfait. la rentrée. Très bien, j'avais vu juste dans mon esprit. C'est bon. Ouais. Il est temps de vous remercier toutes les deux et Zoé, bien entendu, qui est aussi derrière tout ça, avec qui j'ai pu communiquer pendant longtemps. Merci infiniment à toutes les trois et on vous souhaite évidemment le meilleur pour Litos. Et en effet, vous l'avez dit, vous avez été, vous avez été l'invité du mois dans la Cube. J'espère que vous avez eu beaucoup de retours en ce sens et que beaucoup de lecteurs ont pu vous découvrir. Donc, je vous remercie infiniment, toutes les trois, pour ce moment. Évidemment, on vous souhaite une très belle réussite dans le monde du poche. Merci Merci beaucoup. beaucoup, merci à vous. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.